Salutations à nouveau! On poursuit notre lancée sur l'analyse du programme d'éducation de chaque candidat aux élections présidentielles. La première partie de cet épisode hors série t'introduisait au programme de Valérie Pécresse, d'Emmanuel Macron, d'Anne Hidalgo et de Jean-Luc Mélenchon. Je te laisse t'installer parce qu'on reprend la loupe et on repart sur 4 nouveaux candidats. Bienvenue sur Capsule Éducation! Éric Zemmour du parti Reconquête avec 721 voix. La partie transmettre des savoirs au centre de l'enseignement commence sur cette première mesure. Recentrer l'enseignement autour des savoirs fondamentaux, lire, écrire et compter, à l'école primaire. À peu près tous les programmes des 4 premiers candidats en parlaient déjà. Je ne vois pas quoi rajouter de plus, si ce n'est que les bases s'acquièrent effectivement entre l'école maternelle et l'école élémentaire, et que ces dernières années ont montré une baisse inquiétante du niveau de nos élèves, au point que certains sixièmes nous arrivent avec des lacunes que l'on ne peut pas rattraper si la classe est trop surchargée. C'est aussi le même problème qui se pose à chaque fois. Consacrer plus de temps à une discipline implique d'en sacrifier une autre, reste à savoir laquelle. Deuxième mesure, contrôler l'acquisition des savoirs fondamentaux à la fin du primaire, en réinstaurant le certificat de fin d'études comme le proposait Valérie Pécresse. Une proposition qui doit, dans ce cas, s'accompagner d'autre chose. Parce que si les élèves valident ce certificat, ils passent au niveau suivant, ok. Mais que se passe-t-il pour les autres? Redoublement ou passage sur une classe de remédiation, ou passage au niveau suivant quand même? Sachant toute la difficulté actuelle à faire redoubler un élève qui en a absolument besoin, la mesure en elle-même est intenable et inutile si elle n'est pas clarifiée. Troisième mesure, remettre en place des parcours cohérents et lisibles en restaurant les 3 filières scientifiques, littéraires et économiques, dans l'idée de refaire de chaque filière une voie exigeante. La dernière réforme du bac a complètement éclaté la structure du lycée. Maintenant, nos élèves ne sont plus dans la même classe et suivent les cours selon un format états-unien qui perd beaucoup de monde. Le fait de remettre en place des anciennes filières paraît alors comme une excellente nouvelle. Cependant, c'est l'exigence qui pose problème. Exigence au niveau du travail scolaire, des programmes à suivre, de moyens alloués à ces filières, et pas qu'à elles d'ailleurs. Les voies technologiques et professionnelles aimeraient bénéficier des mêmes ambitions. Ceci dit, comme pour l'abolition des réformes que propose Jean-Luc Mélenchon, c'est sympa de vouloir remettre en place les anciens systèmes, mais s'ils ont été mis en place, c'est pour répondre à des dysfonctionnements. Qu'est-ce qui sera mis en œuvre à la place pour ajuster et corriger les problématiques quotidiennes? Quatrième mesure, rendre au brevet sa véritable valeur et refaire du baccalauréat national anonyme et terminal dans l'optique de les rendre plus justes et plus sélectifs. On sait avec douleur et désespoir que nos diplômes actuels ont été tellement charcutés et dévalués qu'ils ne valent plus rien, ce qui pose vraiment problème à nos élèves et étudiants une fois qu'ils sont sur le marché du travail. Une proposition déjà évoquée sur d'autres programmes est qu'il est toujours aussi urgent de mettre en œuvre, avant que les diplômes ne soient complètement irrécupérables, d'autant que le format terminal est le plus égalitaire puisqu'anonyme. Cinquième mesure, protéger les enfants en interdisant toute forme de propagande idéologique à l'école. Ne reste plus qu'à définir ce qui est considéré comme une propagande idéologique. Parce que si on parle de discrimination et de tolérance, de différence dans chaque aspect de la vie ou de l'identité, ce ne sont pas des idéologies. Ce sont des valeurs humaines qu'il est bon de transmettre dès le plus jeune âge. Si par contre on se parle de faire entrer les néopronoms, la théorie de la race et les déconstructions de tout type en classe, ce n'est pas à l'école que ça doit se faire, pas sur temps disciplinaire en tout cas. Il ne s'agit pas de bannir la culture de l'éveil ou du wokisme si tu tiens à ce mot. D'ailleurs, ces expressions veulent tout et rien dire à la fois. Il s'agit de garder en tête que les savoirs se basent sur une connaissance établie et pas juste sur un ressenti ou une conviction personnelle. La différence est très fine, mais importante. Et c'est là que réside la limite entre pédagogie et idéologie. Pas juste pour les personnels, aussi pour les élèves et pour la politique. Sixième mesure, faire scrupuleusement respecter l'interdiction de l'écriture inclusive jusque dans l'enseignement supérieur. Mais au fait, qu'est-ce qu'on appelle écriture inclusive? Est-ce le fait de dire mesdames et messieurs? Le fait de mettre des parenthèses, des tirets, des points médians? Le fait d'utiliser les néopronoms? Le fait de féminiser tous les mots? De créer un nouveau neutre qui n'est ni masculin ni féminin, comme Yel par exemple? L'école n'invente pas le langage. Elle transmet ce qui existe déjà et incite l'élève à se saisir de chaque connaissance pour la réutiliser à son bon vouloir, en respectant les règles de base pour garder la cohérence et la compréhension.
Mais si l'on n'est même pas fichu de se mettre d'accord sur ce qu'est l'écriture inclusive, on ne va pas pouvoir l'interdire, c'est logique. Surtout dans l'enseignement supérieur qui s'émancipe peut-être plus facilement des injonctions parentales ou même ministérielles sur certains points. Sans compter l'inutilité et l'infaisabilité de la chose. Qui pour vérifier qu'un tel n'utilise pas telle forme d'écriture inclusive? L'art de se prendre la tête pour rien avec une priorité qui n'en est pas une. Septième mesure. Instaurer un enseignement et une pratique véritable de la musique à l'école et au collège. Voilà un enseignement qui existe déjà. En école élémentaire, ce sont 2 heures hebdomadaires qui sont consacrées à l'enseignement artistique, dont la musique. Au collège, c'est 1 heure par semaine. Et on se doute qu'avec 2 heures ou 1 heure par semaine, la théorie comme la pratique sont maigres sur une discipline. Mais si la mesure souhaite étendre les heures, ça veut toujours dire en faire perdre à d'autres disciplines. La musique fait partie de la culture, mais pourquoi vouloir lui y consacrer plus d'heures quand on peut le faire sur un format facultatif et ouvert aux élèves intéressés? Par ailleurs, l'école n'est pas seul vecteur de savoir et de culture. Les partenariats extérieurs sont possibles avec les bibliothèques, les médiathèques et les lieux de culture focalisés sur la musique. Huitième mesure. Créer un grand ministère d'État du savoir et de la transmission qui regrouperait l'instruction publique, l'enseignement supérieur et la culture. Ah, d'accord, tout de suite la mesure d'avant fait sens. Si on mélange instruction et culture, c'est logique, mais pas mieux que le fonctionnement actuel. Si le savoir est à nouveau au centre du ministère, puisque l'appellation est très explicite là-dessus, reste l'incertitude d'offrir des moyens, du temps et de l'écoute suffisants sur chaque secteur. Chacun d'eux a des besoins et des réalités de terrain spécifiques. Alors créer un ministère qui regroupe autant de secteurs profondément différents, c'est le risque de se planter et de revenir au ministère actuel. Et quand on sait que le ministère de l'Éducation nationale n'arrive déjà pas à s'occuper correctement des écoles et des établissements de second degré, on se dit qu'y ajouter 2 autres ministères à tenir, c'est tâche impossible, surtout quand les secteurs en question sont déjà au plus mal. La partie permettre à chaque élève de viser l'excellence met en avant cette première mesure. Mettre un terme au collège unique par la création de classes de niveau et de passerelles entre les diverses filières et niveaux déjà existants. La mesure comporte aussi l'arrivée d'une filière pré-professionnelle dès l'entrée en quatrième. Monsieur Zemmour n'est pas le seul candidat à vouloir supprimer le collège unique créé par la loi Abi de 1975. Madame Pécresse le souhaitait déjà. On en revient aux classes de niveau qui, en soi, ne sont pas une aberration si elles se focalisent non pas sur le résultat scolaire, mais sur la progression de l'élève. L'objectif est de permettre à chacun de progresser au même rythme que son groupe d'affectation grâce à une pédagogie adaptée. Mais est-ce vraiment faisable si tous les excellents sont ensemble, tous les bons ensemble, tous les passables ensemble et tous les plus en difficulté ensemble? N'y a-t-il pas un moyen de laisser la mixité entrer dans chaque niveau, au lieu de cloisonner, encore? Quant à la filière pré-professionnelle, est-ce qu'il s'agit de basculer la troisième prépa pro sur la quatrième, ou autre chose? Parce que faire entrer les entreprises au collège, c'est une démarche prématurée et pas forcément géniale, selon ce qu'on souhaite en faire. Deuxième mesure, créer des classes d'excellence littéraire et scientifique dans un lycée par académie, avec l'apparition d'un mot qui fait défriser les cheveux, élite. Quelque chose qui est à l'opposé total de l'égalité des chances, puisque tout le monde ne pourra jamais atteindre le même niveau. D'ailleurs, comment définir l'élite? Plus important, qu'est-ce qu'on appelle excellence? L'excellence ne serait-elle pas une question de réussite progressive plutôt que de réussite scolaire? Et un lycée par académie, qui sera l'heureux gagnant à récolter les honneurs? Qui sera habilité à enseigner dans ces lycées, puisqu'on se doute que ce sera forcément des postes à profil, ou à minima, des primes plus conséquentes? En fait, ce n'est pas seulement inégalité des chances pour les élèves, c'est aussi inégalité de traitement avec les personnels, encore. Pourquoi ne pas proposer des enseignements de même qualité pour tous? Accepter que l'excellence n'appartienne pas à un seul groupe d'élèves, mais bien à tous. Seulement, pour ça, il faut amener tout le monde à la réussite et ne pas se focaliser que sur les élites habituelles dont on se doute déjà des critères, les plus fortunés ou les premiers de classe. Dernière mesure du volet, permettre véritablement à tous les collégiens et lycéens de suivre un enseignement de latin et de grec. Ouais, c'est incroyable, mais tous les élèves n'ont pas l'envie, les capacités ou le temps de suivre un autre enseignement, qui plus est celui de langue morte ou peu utilisé. Il est vrai que le format facultatif actuel est en train de s'effondrer par manque d'effectifs chez les élèves volontaires. Pourtant, le rendre à nouveau obligatoire comme ça semble être le cas ne changera pas la donne. Il reste toujours le problème de caser ses heures sur un emploi du temps déjà surchargé pour élèves et enseignants.
Et en même temps, le latin s'avère essentiel pour une poursuite d'études scientifiques, voire littéraires, selon l'orientation choisie par l'élève. Redonner à ces deux langues leur intérêt d'un temps pourrait bien faciliter les études de certains. Mais ce n'est qu'une toute petite partie du problème, et ce n'est pas suffisant pour ajouter une obligation d'heures en plus, en sachant que, comme toujours, une autre discipline sera sacrifiée. Un rappel douloureux en plus, c'est que le latin et le grec ont eux-mêmes été évincés par d'autres disciplines lorsqu'ils étaient encore obligatoires. Nouvelle rubrique, la discipline et le respect de l'autorité avec cette première mesure. Responsabiliser les familles en suspendant les allocations familiales des parents des élèves perturbateurs ou absentéistes. En supprimant les allocations, ce n'est pas l'élève en lui-même qui subit les conséquences de ses manques, ce sont ses responsables légaux. D'où vient l'idée que ce sont les parents qui sont irresponsables en fait? Serait-on en train d'insinuer que seuls les élèves dont les parents ont des allocs sont absentéistes et jamais les autres? Un certain préjugé qui pose des élèves défavorisés en perturbateurs, sous-entendu pas très républicain et toxique. Et sachant que toutes les familles ne bénéficient pas des allocations, il suffit qu'on tombe sur un élève perturbateur, disons, favorisé, pour qu'il ne soit pas puni alors que les autres le seront. C'est bien ça. Il est évident qu'il faut répondre à la problématique de l'absentéisme et des comportements totalement inappropriés en milieu scolaire. Mais ce n'est pas en passant par une sanction sur la famille que ça réglera le problème. C'est une réponse collective que l'on attend, pas une mesure punitive qui n'aura pas d'incidence sur tous les élèves, qui n'aura pas forcément d'incidence sur l'élève en lui-même d'ailleurs. Sans compter la minimisation de ce qu'est l'absentéisme, un phénomène qui ne découle pas que de la flamme de l'élève, loin de là. Deuxième mesure, protéger les élèves de la violence en transformant les conseillers principaux d'éducation en surveillants généraux, dans l'idée de les mobiliser entièrement sur le maintien de l'ordre scolaire. C'est-à-dire que le CPE est justement le statut qui a remplacé celui du surveillant général de 1847 et disparu en 1970. Le fameux ancien surgé était focalisé sur la mission de la discipline pleine et entière, alors que le CPE actuel fonctionne sur des missions à la fois éducatives et pédagogiques. Et ce n'est pas en faisant revenir à un surveillant général que la violence va s'éteindre. Comment peut-on croire qu'une seule personne peut endiguer la violence dans l'établissement? De plus, il y a déjà un personnel pour ça, certes pas très connu et surtout pas généralisé à tous les établissements. On l'appelle l'assistant chargé de prévention et de sécurité, et il suffirait de recruter massivement pour que les APS soient mobilisés sur la lutte contre la violence. Ce qui laisserait au passage la possibilité au CPE de rester sur ses missions essentielles à l'école actuelle. De quoi ne pas se compliquer la vie, et en plus, reconnaître chacun dans ses missions premières, et surtout reconnaître qu'ils existent. Troisième mesure, éloigner les élèves perturbateurs et leur donner une nouvelle chance en créant des internats de réinsertion. Madame Pécresse évoquait déjà les établissements de réinsertion scolaire, donc la proposition de Monsieur Zemmour reste dans les mêmes idées, celle de séparer les perturbateurs des autres pour les recadrer en vue de reprendre une scolarisation ordinaire. Et on voit ce que ça donne avec les foyers qui, pourtant, ne sont pas des centres de délinquance. Viols et agressions, sévices subis par d'autres enfants, adolescents ou adultes. Alors l'internat de réinsertion n'est pas la meilleure solution, surtout si c'est la discipline seule qui doit tout faire tenir. On l'a déjà dit, les établissements de réinsertion scolaire existent déjà. Pas besoin de créer une énième structure. On a juste besoin d'injecter des moyens sur ce qui est déjà installé. Même question que le programme de Madame Pécresse. Quel est le but de ces structures fermées? Recadrer l'élève et le rendre docile, ou lui apprendre à se canaliser et à se reprendre en main? En bref, pédagogique et éducatif ou punitif. Dernière mesure du volet. Lutter contre le harcèlement scolaire, le communautarisme et les inégalités sociales en rendant le port de la blouse obligatoire à l'école primaire. C'est forcément la tenue vestimentaire qui force les élèves immatures à se lâcher sur les élèves malchanceux, hein? Allez, soyons sérieux. Lutter contre ce fléau fait partie des priorités de chaque programme. C'est rassurant de voir que la problématique est enfin prise au sérieux. Mais croire que le harcèlement vient uniquement de l'habit, c'est ne pas savoir de quoi il est question. J'ai plutôt l'impression que derrière cette uniformisation de tous, c'est l'individualisme et les tenues jugées inadaptées qui se cachent derrière le prétexte d'endiguer le harcèlement. Ceci dit, je suis peut-être dans le feu aussi. En tout cas, s'il s'agit de combattre les tenues adaptées, encore qu'il faut définir des critères précis pour ne pas tomber dans l'abus que l'on connaît, c'est faisable, oui, puisque ça existait déjà avant. Mais ça n'oreille pas tout le problème. S'il s'agit de stopper les inégalités sociales, on sait très bien que l'inégalité ne s'arrête pas qu'à la tenue. Tout est fait pour favoriser l'inégalité.
Et s'il s'agit d'endiguer le harcèlement, la proposition est plus qu'incomplète, voire inutile et irrespectueuse. La rubrique Revaloriser le rôle et le statut des enseignants propose ceci. Établir une sélection plus stricte des professeurs du primaire et du secondaire, en passant notamment par une exigence plus prononcée des concours, la suppression des INSPE et leur remplacement par les écoles normales supérieures régionales. Entre les concours qui acceptent des candidats à 6 de moyenne, les contractuels recrutés à partir du bac par manque de candidats, et même les enseignants qui font des fautes d'orthographe ou de calcul face aux élèves, on peut se dire que c'est la profession entière qui a perdu son exigence. Mais voilà, les exemples que je viens de te citer ne sont pas légion. Oui, des enseignants peuvent faire des fautes, pas que les enseignants d'ailleurs. La faute appartient à tout le monde. On se parle d'un concours qui s'obtient après Bac+5, avec des résultats différents selon nos académies, et des enseignants qui sont en majorité en capacité d'enseigner et de transmettre. Il y a bien une exigence à retrouver, cependant, elle ne concerne pas qu'un métier. Elle concerne tous les personnels et tous les élèves. Pour le reste, le programme de M. Mélenchon prévoyait de supprimer les INSPE au profit des écoles normales. Celui de M. Zemmour prévoit de faire la même chose au niveau régional. La proposition paraît peut-être plus adaptée à ce que l'on a aujourd'hui. Mais est-ce que la régionalisation de la formation signifie aussi la régionalisation des concours? Et est-il nécessaire de créer une énième école lorsqu'on peut réformer le contenu des INSPE existants? Deuxième mesure, revaloriser les salaires des enseignants en passant par la progression des carrières et les primes d'excellence professorale selon la qualité de transmission du savoir, élément que l'on connaîtra facilement grâce à des inspections plus fréquentes. Et déjà, merci encore pour les autres fonctionnaires des établissements que l'on oublie. Vraiment, c'est une habitude. Ensuite, revoilà la fameuse rémunération au mérite. Une énième différence de traitement alors que les missions sont les mêmes. Quels critères pour définir qui transmet le mieux le savoir que les autres? Combien d'inspections en une année? Et pour combien d'inspecteurs ou chargés de mission d'aide à l'inspection? Quelle progression envisager pour les carrières? Quel reclassement? Quels échelons? Pas clair, pas souhaitable et inégalitaire au possible. Alors on va le rappeler. La revalorisation de tous les personnels n'est plus une option ou une contrepartie à des critères tous plus nocifs les uns que les autres. C'est une nécessité et une réparation face au gel du point d'indice sur les autres fonctionnaires de même catégorie. Volet suivant. La refondation de l'université. Première mesure. Désengorger les filières saturées et sans débouché professionnel, notamment en limitant le nombre d'étudiants qui peuvent étudier dans une université et en interdisant les doubles redoublements. Une proposition qui choisit de faire disparaître progressivement les filières jugées faibles en débouchés professionnels. De quoi couper les orientations des étudiants et les forcer à aller sur d'autres filières pour le coup déjà saturées. Le problème ici, c'est qu'en limitant le nombre d'étudiants par université, ça désengorge absolument, oui. Mais ça implique aussi que davantage d'étudiants ne trouveront pas de formation, alors que la situation est déjà catastrophique avec Parcoursup. Qu'est-ce qu'on propose à ces étudiants qui n'ont pas de place parce que tout est bloqué? Deuxième mesure, récompenser l'excellence et le mérite des étudiants en mettant fin à la discrimination positive dans les filières sélectives. La discrimination positive consiste à privilégier les étudiants considérés comme hors de la norme. En gros, et assez caricatural, refonder une ségrégation entre ceux qui sont hors de la norme, donc potentiellement moins favorisés, et les autres, potentiellement plus favorisés. Une telle discrimination peut en effet exister, mais ce n'est pas l'affaire unique des filières sélectives. D'ailleurs, ça arrive hors milieu scolaire aussi. Et pour être honnête, c'est une discrimination que l'on voit encore assez peu dans nos universités françaises. Et si, tout bêtement, on se contentait de juger par la compétence des étudiants, par leur motivation et par les résultats qui entrent en adéquation avec les attentes de la formation, et aussi qu'on définisse clairement les critères et la définition de l'excellence et du mérite. Troisième mesure, réorienter les moyens pour former plus d'ingénieurs dans toutes les filières. C'est un fait, les ingénieurs ne sont plus aussi nombreux et bien considérés en France. Pourtant, ils sont un maillon indispensable de la recherche et de l'innovation. Par contre, le budget seul n'y suffit pas. Il faut y adjoindre une communication plus vaste aux élèves pour les amener sur la voie des ingénieurs. Quatrième mesure. Ne pas enfermer les étudiants dans une voie unique, ceci en étendant les passerelles entre les filières généralistes et professionnelles. La valorisation de la voie professionnelle manque à l'essentiel des programmes, ou même à la politique actuelle d'ailleurs. En effet, lorsqu'on va sur du général, la réorientation en voie pro reste faisable, même si difficile, parce qu'on ne veut pas perdre le potentiel. Partir du pro pour bifurquer en général ou technologique, c'est quasiment le parcours du combattant.
À voir quelles seront ces passerelles dont on parle et si elles seront accessibles à toutes les filières, et surtout dans quelles conditions. Parce que derrière ce manque de passerelles, il y a aussi la question épineuse et taboue du niveau attendu sur telle filière. Et là, il ne s'agit pas d'évaluer un élève, mais de vérifier avec lui qu'il a les capacités de suivre sa formation sans des difficultés suffisantes pour le mettre en échec. Cinquième proposition. Faciliter l'accès aux bourses sociales et au mérite pour les enfants des classes moyennes, ce qui passe par la suppression des bourses pour les étudiants absentéistes. Encore le mérite, cette notion qu'aucun candidat concerné n'a explicité par des critères précis. Donner sa chance à chacun est important, essentiel même puisque ça participe à l'égalité des chances. Reste à savoir comment permettre à chacun de s'élever dans son potentiel sans créer d'autres inégalités irrattrapables. Faciliter l'accès aux bourses aux enfants de classe moyenne, oui, mais pourquoi sur la base du mérite? Supprimer les bourses pour les étudiants absentéistes, ça se fait déjà avec le Crous. Mais ne doit-on pas aussi prendre en compte la situation individuelle de chacun? On le rappelle, même si l'étudiant est censé avoir choisi sa formation ou s'y être inscrit de son plein gré, l'absentéisme n'est pas qu'une question de flemme ou de profiter des aides sans rien faire en retour. Il y a les facteurs psychologiques, psychiques et d'autres raisons qui poussent l'étudiant, ou même l'élève, à tomber dans l'absentéisme. Supprimer en cas d'abus, mais avant de supprimer, proposer d'autres solutions à l'étudiant, dans la limite de ce qui est faisable et des personnels disponibles. C'est là que ça coince. Sixième mesure. Augmenter sensiblement les droits d'inscription pour les étudiants étrangers pour une question d'impôt payé par les Français. Difficile de commenter intelligemment là-dessus, puisque les frais sont moindres pour les étudiants français et déjà élevés pour les étudiants étrangers. En fait, ça tient facilement. L'enseignement supérieur public doit rester accessible à tous ses étudiants, tout comme le service public d'éducation. Et faire payer les uns plus cher que les autres sur la base de leur pays d'origine, je crois que ça porte un nom très simple. Discrimination. Républicain, non, mais idéologique, assez, et ça n'a rien à faire dans le milieu scolaire. Dernière proposition du programme. Défendre la déontologie, la liberté académique et la diversité d'opinions dans l'enseignement supérieur face à la censure et à la pression idéologique. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Certaines universités états-uniennes commencent à censurer en fonction d'une idéologie que l'on dit progressiste ou conservatiste. Ça dépend de l'interprétation. Et on commence tout doucement à implanter cette façon de faire en France. Quoi qu'il arrive, la déontologie et la diversité d'opinions qui caractérisent la liberté de penser sont à protéger de toute forme de censure. Mais il y a une différence à appliquer entre l'opinion et l'insulte, entre l'opinion et la discrimination. Et c'est là qu'on tombe très souvent en désaccord. Comment défendre ces principes sans tomber dans les abus qu'on observe dans toutes les conceptions de pensée? Comment s'ouvrir à l'esprit critique sans s'en venir à insulter, à discriminer ou à censurer? Et surtout, on reste dans l'enseignement supérieur. Alors le pédagogique ne doit toujours pas céder sa place à l'idéologique. Gare aux interprétations et à la facilité de tomber dans les dérives. Fin d'un programme fourni qui, pourtant, ne propose pas grand-chose pour faire avancer l'école, pour guérir l'école. On se parle d'une époque révolue que le candidat souhaiterait refonder, sans prendre en compte que si l'époque en question a été réformée, c'est pour répondre à des dysfonctionnements qui s'aggravent toujours plus aujourd'hui. Méthode de l'ancien temps, volonté de remettre la transmission du savoir au centre du système éducatif, et en même temps, la contradiction de refuser l'excellence à tous les élèves en passant par des élites et un mérite nébuleux dont on ignore d'ailleurs toujours les bienfaits sur la communauté éducative, ou même au-delà de l'institution scolaire. Yannick Jadot, du parti Europe Écologie Les Verts, avec 689 voix. Premier volet intitulé Refondation de l'école par la concertation et le dialogue, avec cette unique proposition. Organiser une conférence de consensus avec l'ensemble de la communauté éducative pour redessiner les contours d'une école désirable. En gros, encore un gros temps de blabla qui doit rassembler toutes les personnes en lien de près ou de loin avec le milieu scolaire. Et tant pis si les organisations syndicales, les collectifs et les conférences multiples autour de l'éducation et de l'enseignement existent déjà. Le dialogue est important, mais pourquoi perdre du temps quand on a déjà les grandes lignes de ce qui ne va pas et de ce qui manque? Autant proposer des concertations plus régulières pour vérifier que les solutions proposées suivent les terrains. Ça sera toujours ça de changer sur le fonctionnement actuel, loin des syndicats et collectifs sans pouvoir ou écoute politique. Second volet, la reconnaissance du métier d'enseignant, avec cette première mesure. Le recrutement d'au moins 65 000 enseignants pour baisser les effectifs des classes de maternelle.
Ces recrutements permettront en outre d'augmenter le vivier de remplacement et de mettre en place plus de co-enseignement. On note que les contractuels enseignants seront titularisés progressivement. Encore une fois, la baisse d'effectifs ne toucherait que les maternelles, alors que les écoles élémentaires et tout le secondaire ont autant besoin de dédoublement. Et les co-enseignements, ceux-là même qui ne montrent aucune efficacité en lycée professionnel ou au collège. Pourquoi persister à vouloir les multiplier? En plus, la charge de travail s'alourdit forcément puisqu'il y a un travail d'équipe, dont plus de concertations variées. Quant à la titularisation des contractuels, le statut est certes plus protecteur qu'un CDI. Ceci dit, on sait que la titularisation est une affaire sensible, surtout pour les titulaires passés par le concours. Comment revaloriser les contractuels précaires sans créer une injustice supplémentaire face aux titulaires par concours? On rappelle qu'être titulaire, c'est avoir suivi une formation, effectué des stages, passé un concours de la fonction publique et se conformer à des inspections régulières. Au nom de quoi les uns seraient épargnés et pas les autres? Deuxième mesure, revaloriser le salaire des enseignants à hauteur de 20% d'augmentation sur le quinquennat, en privilégiant les enseignants en début et en milieu de carrière. Le reste des personnels, tu connais le refrain, tout ça. Et toujours les enseignants de fin de carrière, ceux qui seraient peut-être intéressés par la possibilité de ne pas être lésés par rapport aux autres. On cherche à rendre le métier attractif, ça passe par des rémunérations plus justes, oui. Mais il faut que ça touche la carrière entière, ça inclut forcément les fins de carrière aussi. Ceci dit, ce programme ne fait pas exception à la règle en rappelant que les salaires actuels ne correspondent pas à la hauteur réelle des missions. Ça fait plaisir. Troisième mesure, refonder la formation initiale, rétablir l'entrée progressive dans le métier et renforcer l'accès à la formation continue. Dans la même lignée des programmes de plusieurs candidats, Monsieur Jadot souhaite réformer une nouvelle fois les INSPE et les ISFEC pour faire entrer ce qui manque actuellement, soit une meilleure formation à la didactique et aux pratiques face aux élèves et aux situations réelles. On y retrouve aussi dedans des licences universitaires enseignées et éduquées, avec une structure qui prévoit de mélanger primaire et secondaire, des semaines de formation obligatoires tous les 3 ans, la fin des évaluations permanentes et une redéfinition des relations hiérarchiques. Sacré chantier qui oublie peut-être que si la collaboration reste essentielle, elle ne fait néanmoins pas tout et doit quand même permettre à chacun d'effectuer ses missions, de se spécialiser. Quant aux pédagogies actives et collaboratives, seront-elles toutes compatibles avec les cours et les besoins actuels pour les élèves? Ça, on l'ignore. Troisième volet pour mettre en œuvre une politique de mixité sociale et scolaire, avec cette seule mesure. Mettre fin à la ségrégation scolaire en réformant les cartes scolaires, tout ça en lien avec les politiques de la ville. Entre les zones rurales ou isolées, les REP et les REP+, les établissements pauvres ou peu mis en valeur et les processus d'affectation inégalitaire, il devient plus qu'urgent de réformer la carte scolaire pour permettre à chacun de suivre sa voie sans craindre de ne pas être accepté à cause de la proximité entre le domicile et le lieu de formation, entre autres. La mesure demandera en outre que l'enseignement privé sous contrat soit intégré à cette politique de mixité sociale et scolaire. Là aussi, très urgent, puisque même si, aujourd'hui, les établissements privés accueillent tous les publics, hormis quelques réfractaires bien sûr, cette réalité n'est pas rentrée dans la tête de tous. Officialiser la démarche mettrait peut-être fin aux hésitations et aux préjugés qui font du mal. Des moyens supplémentaires devraient être accordés aux établissements en fonction de critères de mixité, en se basant sur le modèle de l'éducation prioritaire, et en touchant à la fois public comme privé. Et je me dis que c'est dommage de ne pas y intégrer l'agricole, mais comme celui-ci ne dépend pas du ministère de l'Éducation nationale... Enfin, les disparités entre systèmes pourraient s'amenuiser un peu, au moins ça. Ne reste qu'à définir les critères de mixité, et ne pas tomber sur de mauvaises surprises. Nouveau volet pour prendre soin de chaque élève, en commençant par ceci. Renforcer les formations des personnels d'éducation et du soin pour répondre aux besoins de tous les élèves. On pense notamment au harcèlement ou au décrochage scolaire, à la phobie, à l'anxiété qui s'empare de nos élèves comme elle ne s'en est jamais emparée auparavant. Et on se rappelle que les CPE et les PsyEN notamment y ont déjà accès dans leur formation, quoique le problème reste le même que celui des enseignants. Pas assez de contenu en lien avec les pratiques réelles. De l'autre côté, on se rappelle aussi que les AED et les AESH n'ont aucune formation, et qu'on ne me parle pas des formations supposément obligatoires avant la première prise de poste. On sait qu'elles ne sont pas systématiques. Si de telles formations sont accessibles gratuitement à ces personnels,
C'est tout bénéfique pour chacun et vraiment appréciable, même si on doit garder en tête qu'on ne pourra pas répondre à tous les besoins. Deuxième mesure, recruter 2000 médecins scolaires, 1000 assistants du service social et 3000 infirmiers. Rien à dire là-dessus, si ce n'est qu'on aimerait vraiment que ça arrive. Parce qu'actuellement, les effectifs sont absolument ridicules, jusqu'au point que certains établissements n'accueillent aucun personnel de santé. On attend ces recrutements de pied ferme, et pas juste pour répondre aux besoins des élèves, parce que les personnels sont là aussi, ils souffrent aussi. Troisième mesure, rétablir les RASED du premier degré et renforcer le co-enseignement dans les classes. Les RASED, on l'a déjà vu précédemment et c'est toujours pareil. Il est largement temps de redonner les moyens et les effectifs à ces équipes qui se mobilisent pour les professeurs des écoles et leurs élèves à besoins particuliers. Par contre, le co-enseignement, qu'est-ce que ça vient faire là? On retient aussi que la mesure veut garantir aux enfants l'accès à tous leurs droits tels que définis par la MDPH. Et ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui pour les élèves en situation de handicap, d'où des situations intenables pour eux, pour leur scolarité. Quatrième mesure, reconnaître les 150 000 AESH comme des fonctionnaires et assurer leur stabilité dans les établissements. En bref, adieu le PIAL et le statut précaire, enfin! Des personnels qu'on ne reconnaît pas toujours dans les équipes éducatives et pédagogiques, donc ce changement de statut changerait peut-être la donne, et c'est ce qu'on espère. Dernière mesure du volet. Instaurer des binômes d'enseignants et d'enseignants spécialisés dans toutes les formes de déficience si une classe ordinaire accueille plusieurs élèves à besoins particuliers. J'imagine que quand Monsieur Jadot parle de co-enseignement, il parle de ce genre de coopération. Ici, il s'agit d'une méthode qui a déjà fait ses preuves dans d'autres pays et qui aurait le mérite de soulager les professeurs des écoles non formés aux profils différents intégrés dans les classes ordinaires. De quoi faciliter leur travail et leur permettre de se focaliser en toute confiance à la fois sur l'élève ou les élèves qui nécessitent des adaptations et sur le reste de la classe qui doit aussi pouvoir avancer. Encore un autre volet. L'ouverture de l'école au savoir pratique et l'environnement. Première mesure. Renforcer le principe d'un socle culturel commun et d'un cursus par cycle accessible à tous jusqu'au baccalauréat. C'est assez nébuleux comme formulation. Qu'entend-on par socle culturel? Les heures d'art plastique et de musique couplées aux cours de français et d'histoire-géographie qui intègrent forcément la culture dans leur programme? Ou qu'est-ce qu'on attend ici en fait? Et quand j'entends renforcer, je sais d'avance que ça veut dire dégager une autre heure disciplinaire, ou une partie d'un autre programme scolaire. Ce qui nous amène à la deuxième mesure. Instaurer des espaces d'acquisition des savoirs pratiques pour les élèves, à hauteur de 2 heures par semaine minimum. Ça inclut les réparations, la cuisine, le jardinage, la construction. En gros, reprendre les spécialisations de la voie professionnelle et des études supérieures. Et oublier que ces savoirs se pratiquent avant tout sur du hors-école, avec les familles, les lieux de culture et même les dispositifs nombreux pour les jeunes. Au hasard, on peut peut-être se rappeler que l'école ne peut pas s'étendre à merci, et qu'elle aimerait aussi pouvoir dispenser un minimum de contenu disciplinaire, et si possible en réussissant à terminer les gros programmes concoctés par le ministère. La mesure propose par ailleurs d'ouvrir l'école à des partenariats avec les associations, les réseaux d'éducation populaire et le tissu industriel et agricole de proximité. C'est très bien, mais sur quelle base? Sur quel format? Sur quelles heures? En lien avec le périscolaire ou rien que sur du scolaire? Le volet mobiliser les ressources de l'éducation populaire et garantir l'accès à un périscolaire de qualité débute sur ceci. Renforcer le statut des intervenants du périscolaire. Là aussi tout autant nécessaire que pour les AESH ou les AED, et très bienvenu étant donné le peu de considération que la politique actuelle accorde au périscolaire. Ça passerait par une meilleure rémunération et un volume horaire plus stable, de quoi permettre de créer des parcours de formation continue pour donner plus de poids au statut. À creuser, il y a de quoi en prendre de la graine. Deuxième mesure. Soutenir et généraliser les expériences d'éco-centres de loisirs, de découverte de la nature et du vivant. Bien que ça ne fasse pas vraiment partie du scolaire, puisqu'on se parle bien du périscolaire, les deux ne sont pas incompatibles. Mais c'est bien sur le périscolaire que ces expériences doivent avoir lieu. De quoi donner des opportunités à des élèves et des adolescents qui ne bénéficient pas tous des mêmes accès à la nature et aux centres de loisirs. Troisième mesure. Veiller à ce que la pause méridienne dure 2 heures dans le secondaire et soutenir la coopération avec les associations d'éducation populaire et les clubs sportifs. Ouais, il y a quand même un juste milieu à appliquer entre le 30 minutes de pause méridienne,
assez juste pour manger ou juste pour souffler, et les 2 heures qui piétinent encore sur des heures disciplinaires. Généralement, on se garde entre 1 heure et 1h30, hors crise sanitaire, et on n'a pas forcément besoin de plus, au risque de rallonger les journées ou les semaines, puisqu'il faudra bien caser le temps disciplinaire perdu sur une autre plage horaire. Soutenir les associations et les clubs, très bonne nouvelle, même si là encore à cheval entre le scolaire et le périscolaire. En fait, les deux peuvent coopérer à la condition que le temps le leur permette, à ne pas négliger. Dernière mesure de ce thème. S'appuyer sur les expériences et les propositions de maisons des lycéens ou des collégiens ou sur les conseils de vie collégienne ou lycéenne qui fonctionnent. Assez vague tout ça. On comprend que c'est sûrement dans l'objectif de généraliser tous ces temps d'échange dans tous les établissements. Mais reste le problème de la faisabilité. Ces réunions et ces échanges ne sont pas le seul fruit des personnels ou de l'école. C'est aussi et surtout, quelque part, le fruit de la volonté et de participation des élèves. Et ça, on ne le trouve pas partout. C'est donc vers la motivation que ça va se jouer. Ceci dit, ces instances faites par les élèves et pour les élèves apportent toujours quelque chose de plus aux établissements, que ce soit au niveau du climat scolaire comme du dynamisme. Le volet l'élaboration des programmes par une autorité indépendante commence par là. Transformer le Conseil supérieur des programmes en une haute autorité préservée des logiques de pouvoir, garantissant la pluralité et l'indépendance de ses membres. Et qu'est-ce que ça va changer concrètement? Les programmes sont toujours là, l'histoire et la science sont toujours là. On ne peut pas vraiment interférer là-dedans. La seule chose qui change, c'est sur les éditeurs des manuels et des programmes qui s'adaptent et se concurrencent après. Et si on s'affranchit d'un conseil pour mettre en place une autre structure encore plus fermée, semble-t-il, c'est un peu se mordre la queue, parce qu'indépendance ne signifie pas objectivité ou transparence. Ce qui est indépendant peut aussi dériver, même si c'est vraisemblablement pas le but de la démarche présentée ici. Deuxième mesure, réécrire une charte des programmes qui réaffirme un circuit d'écriture transparent, impliquant universitaires, inspection générale, enseignants, syndicats, associations disciplinaires et représentants de la société civile. Le modèle actuel ne fait pas appel à toutes ces personnes et ne concerne au final pas grand monde, un peu comme les sujets zéro des examens. Mais le risque d'y impliquer autant de monde est de finir par s'y perdre. Qui dit présence nombreuse dit désaccord pas loin. Alors autant garantir la transparence totale ferait du bien. Autant ce nouveau fonctionnement devra être clair dans ses demandes, ses objectifs et ses limites. Ce qu'on retient, c'est qu'on ne peut pas se passer de l'avis, des remontées et des conseils des personnels qui travaillent sur les terrains. Volet suivant. Valoriser la voie professionnelle indispensable à la transition, avec cette première proposition. Renforcer l'enseignement professionnel sous statut scolaire et garantir une offre de filière attractive et adaptée aux enjeux de la transition. On s'entend parler d'augmenter les heures d'enseignement général pour mieux former à la conscience citoyenne. Et c'est plutôt bien de s'intéresser à la voie pro et de prendre le parti de valoriser le statut scolaire et pas l'apprentissage. Ok pour donner plus d'heures au général, parce que déjà maintenant on ne peut pas vraiment faire pire en matière de dépouillement d'heures. Le problème, c'est sur quelles autres heures on va grignoter pour faire rentrer tout ça. Sur les disciplines professionnelles déjà charcutées par les co-interventions, les AP et le chef-d'œuvre, ou sur les PFMP déjà suffisamment difficiles à réaliser par manque d'entreprises prêtes à accepter des stagiaires. Deuxième mesure, créer des filières professionnelles pour tous les métiers et toutes les branches, en développant aussi les lycées polyvalents et les passerelles entre les trois voies. Quand on sait que les lycées pros sont au plus bas depuis leur création et que les lycées polyvalents sont en train de suivre la courbe inverse, on se dit qu'un de ces quatre, les lycées pros finiront par disparaître, avalés par les LPO. En soi, cette mixité dans les voies générales, technologiques et professionnelles ne peut qu'améliorer la considération de chacun et stopper la mentalité qui craint l'orientation en voie professionnelle. Pourtant, il est bon d'avoir quand même des lycées qui se spécialisent, ne serait-ce que parce qu'un LPO doit s'équiper des infrastructures nécessaires aux matières pro. Et surtout, accueillir plus de monde. Donc l'établissement n'est plus tout à fait à taille humaine. Évitons d'en faire des usines à gaz, d'autant que les recrutements de personnel doivent suivre si on ajoute plus de monde. À voir ce qu'est la dynamique actuelle des LPO pour se faire une vraie idée de ce qui nous attend. Quant à développer des filières, ça veut dire avoir le budget et accepter que certaines filières recruteront moins que d'autres, qu'il faudra multiplier les passerelles et les personnels encadrants. Nouvelle rubrique à l'horizon. Faire de l'école un espace d'apprentissage de la vie démocratique et du vivre ensemble, en débutant ainsi. Créer des espaces favorisant l'implication des parents dans la vie de l'école.
Conseil d'école ou d'administration, association des parents d'élèves, parents représentants élus, réunions et rencontres avec les personnels existent déjà. Et pour analyser plus finement, il faudrait d'abord en savoir plus sur les objectifs de la mesure. Les parents s'impliquent déjà suffisamment dans la vie d'école. Qu'est-ce qu'on attend de plus? Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Soutenir les pratiques démocratiques via la maison des élèves, ça se fait aussi avec les délégués de classe, les CVC et les CVL, les MDL ou les BDE, les ateliers. Bref, la démocratie scolaire existe déjà. Elle reste à faible portée et ne devrait pas vraiment s'appeler démocratie dans la mesure où les règles ne sont pas les mêmes, adaptées au public forcément. Mais vraiment, elle est présente depuis un moment. Sinon, pour l'apprentissage de la démocratie réelle, celle que l'on vit en société, on a l'EMC et l'histoire-géographie. C'est pas mal aussi quand on a les heures qui vont avec. Deuxième mesure, renforcer l'usage démocratique et sobre de l'outil numérique à l'école via la généralisation de l'open data et des logiciels libres et publics. Déjà, on pourrait commencer par se préoccuper du parc informatique qui fait grise mine dans pas mal d'établissements. Ensuite seulement, on pourra se demander si les GAFAM peuvent entrer ou non à l'école. C'est surtout que les logiciels libres se développent, doucement, mais ils se développent, mais doucement quand même, et qu'il y a des besoins en numérique, des besoins qui ne sont pas toujours disponibles en format libre et public. Alors doit-on se priver d'un outil déjà développé en attendant qu'un autre soit mis en ligne? En sachant que dans leur vie privée, élèves comme personnel ne manqueront pas d'oublier les outils en question. Une bonne partie en tout cas, pas de généralisation. Troisième mesure, faire de l'école maternelle une véritable école du premier étage où l'on apprend aux enfants à débattre, à faire preuve d'esprit critique. Ateliers philosophiques et enseignement des enjeux climatiques, de la diversité et des limites planétaires sont prévus dans la mesure. Et là, il y a un gros truc qui va pas. L'école maternelle, c'est l'école des premières bases, de l'apprentissage du vivre ensemble. Une école qui n'arrive déjà pas à finir ses apprentissages par classe surchargée, par manque d'accès et par programme lourdingue. Alors comment y rajouter ces éléments en plus? Surtout le débat et l'esprit critique, quand l'enfant commence tout juste à comprendre la notion du vivre ensemble. Ne serait-il pas préférable de s'y consacrer à partir du cycle 2, ce qui, au passage, est déjà le cas avec le MC? Puis bon, encore le fameux problème de faire dégager des heures au profit de celle-ci, et de savoir qui sera le maillon faible. Développer l'esprit critique et le débat font partie de la formation humaine, mais surtout, ces deux éléments se forgent dans la scolarité entière. L'élève a le temps et les occasions d'apprendre tout ça. Ceci dit, il manque vraiment de temps pour apprendre les bases du lire, du écrire et du compter. Comment débattre si on ne connaît pas les méthodes d'argumentation? Qu'on manque de clarté dans le langage? Quant aux autres enjeux cités, ils sont importants, oui, mais ils sont aussi déjà étudiés en SVT, sur tout le programme géographie du collège, sur les autres disciplines. Et on en parle partout dans les médias, en prime. Dernière mesure du volet. Renforcer l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. L'éducation sexuelle à l'école, on a bien conscience que ce bout de programme censé être obligatoire n'est pas mis en œuvre partout, et pas chaque année, pour des raisons de manque d'heures ou de volontaires pour assurer ces temps-là, entre autres. L'école ne fait pas que transmettre la connaissance, elle participe à l'éveil de la conscience et à la sécurité des élèves. Tout un pan de programme des sciences de la vie et de la Terre qui s'y consacre déjà. Cependant, encore et toujours le gros problème. Si l'on ajoute ces éducations A sur le temps disciplinaire, quelle autre matière va devoir filer ces heures? Et comme ce n'est jamais cité dans un seul programme, rappel indispensable. Au nom de quoi l'école devrait-elle prendre en charge tous les aspects de la vie? N'y a-t-il pas les familles, les responsables légaux et les instances de culture ou de santé pour guider et accompagner les jeunes? Ce qu'on appelle aussi la fameuse coéducation dont on n'entend jamais parler dans les programmes. Oui, d'accord, ces sujets sont parfois tabous dans de nombreuses familles. Mais quoi qu'il arrive, ce n'est pas à l'école seule de préparer ses élèves. Elle peut conseiller et orienter, mais c'est un travail qui va bien au-delà de l'école. C'est un travail d'équipe entre différents secteurs. Volet suivant. Permettre à tous les jeunes de trouver leur voie avec cette première mesure. Mettre en place un véritable service public d'orientation en lien avec les entreprises, les services publics employeurs et les collectivités. Et si, tout bêtement, on se rappelait de l'existence des CIO que la politique a décidé de faire disparaître progressivement et discrètement depuis 2009? Et si l'on rendait aux PsyEN leur mission d'orientation auprès des élèves? Et je le redis, les CIO sont accessibles à tous, élèves comme adultes en reconversion. Ce n'est pas un énième service dont on a besoin, c'est de réinjecter des moyens humains, matériels et financiers à des structures et des services que l'on a dépouillés depuis des années.
La mesure prévoit en outre de revenir sur les dernières réformes pour créer de nouvelles modalités d'évaluation, de travaux collectifs et le choix de certaines matières en fonction des préférences. L'évaluation pose problème parce qu'elle a perdu son sens et ses objectifs, et que les élèves n'ayant plus tous accès à l'exigence du travail scolaire et vivant beaucoup de lacunes, les résultats s'avèrent logiquement plus catastrophiques. Il serait donc bon de réfléchir et d'agir pour créer une évaluation adaptée au contexte et aux élèves, sans baisser pour autant le niveau et en tenant compte des contraintes de temps, d'effectifs de classe, de personnel. Par contre, les travaux collectifs vont être plus durs à mettre en œuvre si les classes sont toujours surchargées. Quant au fait de choisir ces matières, la réforme du bac en dit long sur l'inefficacité d'une telle possibilité. À moins de mettre tout le monde au même niveau et de stopper les spécialités selon les lycées, tout ça dans l'idée de recréer des emplois du temps gérables. Deuxième mesure, généraliser les temps d'intervention d'enseignants du supérieur ou d'étudiants pour présenter leur filière et leur fonctionnement, et ramener les journées immersives dans l'enseignement supérieur. Nos lycées et nos collèges accueillent déjà ces temps d'échange, notamment avant les portes ouvertes. Mais c'est vrai que ce n'est pas généralisé, et que ça fonctionne encore par bassin ou par affinité entre les options. En soi, ces temps sont profitables pour donner sa chance à chacun. Mais comme il s'agit d'une intervention, il faudra toujours caser ses heures sur autre chose. Et tous ne le font pas sur leur méridienne ou après les cours. Par ailleurs, on a des mini-stages du collège vers le lycée et du lycée vers un autre lycée. Alors est-ce qu'on peut étendre l'initiative au supérieur? En sachant que sur ces mini-stages, les élèves manquent les cours et il y a une organisation pour les établissements qui l'accueillent. Dernière mesure, faciliter les réorientations et passerelles en première année entre le secondaire et le supérieur. Comme de plus en plus d'étudiants arrivent dans le supérieur en étant incertains et sans avoir de projet d'orientation défini, la plupart finissent par abandonner les études ou par poursuivre en se brisant la santé à coups d'anxiété. Et comme les réorientations ne sont pas simples dans tous les établissements, ça ne joue pas du tout en faveur de l'étudiant perdu. Ceci dit, même si faciliter les passerelles paraît comme une idée intéressante et faisable pour mieux accompagner nos néo-bacheliers, on se rappelle que la passerelle doit prendre en compte le niveau de l'élève par rapport à la formation qu'il s'apprête à intégrer. C'est bien là qu'on a de gros problèmes et qu'on a du mal à l'admettre. Sur le niveau des élèves qu'on envoie dans le supérieur. Avoir la passion ou savoir où l'on veut se réorienter, c'est déjà satisfaisant et soulageant. Mais la décision dépend aussi des résultats et des capacités à suivre une formation sans tomber dans l'échec. Pas si simple et aussi injuste, mais obligé. Dernier volet du programme. Favoriser la pratique physique et sportive dès le plus jeune âge, avec une première mesure que voici. Renforcer la pratique physique et sportive dès la maternelle, avec l'obligation d'une activité sportive en pleine nature par trimestre, au minimum. Et en même temps, on se dit que c'est un sport par trimestre, donc le minimum n'est pas tellement nécessaire. Quant aux professeurs des écoles, la formation initiale et continue doit intégrer davantage d'activités physiques sportives et adaptées pour que le PE puisse mieux apprendre aux élèves à besoins particuliers. On en garde encore les heures à y consacrer et celles à enlever pour avoir plus de sport, ce dès la maternelle. La question sera alors de savoir quelle matière doit baisser pour laisser plus de place au sport. Et on regrette une fois de plus que le programme ne tienne pas compte du rôle que les familles, responsables légaux et clubs sportifs ou associations sportives peuvent jouer dans la pratique physique et sportive. Dernière mesure du programme. Garantir l'accès à des équipements sportifs structurants, intégrant le réaménagement des cours de récréation afin de partager l'espace de manière plus inclusive. En effet, les équipements sportifs ne sont pas égalitaires selon les établissements et les budgets. C'est vraiment une disparité qui creuse l'accès aux élèves sur quelque chose aussi basique. C'est donc sur le budget que la mesure devra se concentrer pour pallier les manques. Le réaménagement des cours de récréation à des fins inclusives, je ne sais pas si le candidat entend dans un sens inclusion des genres ou inclusion au handicap. Si on parle d'inclusion des genres, je veux bien qu'on m'explique comment ça se met en place et qu'est-ce qui, dans une cour de récré actuelle, apparaît comme un élément plus féminin ou masculin qu'un autre. Parce que vraiment, je ne vois pas. S'il s'agit de réaménager pour que les élèves à besoins particuliers aient les mêmes accès et la même facilité à circuler, ça devrait en effet être la priorité, puisqu'encore maintenant, toutes les normes ne sont pas respectées, par manque de budget ou de démarche. Donner les mêmes droits à chacun n'est pas une option. Espérons qu'un tel réaménagement à ses fins saura redonner à tous la place qu'ils méritent. Voilà un programme très fourni qui, pourtant, fait l'impasse sur le plus important. L'école n'est pas une garderie ou un espace d'éducation à toute la vie. C'est un espace de savoir et de connaissances qui accompagne et renforce les apprentissages hors de l'école et qui s'appuie sur la coéducation pour le faire.
Et quand une bonne partie des mesures souhaite faire entrer des interventions en plus et des éducations à tout ce qu'on veut sur le temps disciplinaire, ce n'est plus faisable, même si les enjeux évoqués dans le programme méritent leur place à l'école. Comment prendre en compte chacun de ces aspects sans déséquilibrer davantage une structure malade de trop de réformes faites à l'arrache et loin des réalités de terrain? Jean Lassalle, du parti Résistons, avec 620 voix. Première mesure. Revaloriser le salaire et le statut des enseignants. Ici, pas de précision sur la hauteur de la revalorisation ou de l'augmentation. On sait juste qu'il y aura une amélioration du salaire et des négociations avec les syndicats. On sait aussi qu'une fois de plus, le reste des personnels est oublié, même si l'enseignant n'est pas le seul fonctionnaire de l'établissement. Soulage-moi à noter quand même, celui de ne pas voir les revalorisations attachées à des contreparties. Mais qui dit négociation dit mésentente et longue attente. Et qui dit organisation syndicale dit beaucoup de syndicats, donc des désaccords multiples. Alors si la mesure en elle-même est plus que nécessaire, peut-être faudrait-il y aller par paliers et ne pas tout attendre sur la même année. Et ne pas zapper le reste des fonctionnaires de la communauté éducative, histoire de ne pas creuser davantage d'inégalités de traitement avec les collègues. Deuxième mesure, valoriser l'alternance et les filières professionnelles. Et comment on fait ça? En rendant l'apprentissage systématique, en amenant les stages en entreprise et les enseignements de découverte professionnelle au collège jusqu'au lycée, en incitant les entreprises à prendre des apprentis par des aides et des mesures de défiscalisation. On prévoit aussi de faciliter les passerelles entre formation générale et formation professionnalisante en instaurant un quota d'un quart de place en IUT et université réservé aux élèves issus de bacs professionnels. Pour le coup, c'est vraiment l'alternance qui sera valorisée, mais pas les filières professionnelles dans leur globalité. Le lycée professionnel sera par exemple amené à disparaître ou à changer drastiquement pour s'adapter aux nouvelles normes. Et le collège, le lycée, même chose. Que faire des enseignants quand les élèves sont en stage? Visite de stage, ok, mais qu'est-ce qu'on fait pour les heures disciplinaires perdues? Enseignement de découverte pro, ok, mais par quels enseignants? Les PLP perdent les effectifs, les places offertes au concours s'amincissent et les entreprises n'ont pas le temps de s'amasser devant les élèves pour susciter des vocations. Et le quota, sur le principe, ça permettrait à tous les étudiants de tenter leur chance. Dans la réalité, c'est les envoyer au casse-pipe ou bloquer des places à d'autres candidats. Parce qu'on sait que nos étudiants issus de Bac Pro ne sont pas tellement aidés pour filer sur une formation universitaire, et qu'une majorité d'entre eux ne pourra pas suivre le rythme, ne se plaira pas dans la formation, tombera en échec. Ça serait donc plutôt ça la priorité. Troisième proposition, alléger les programmes scolaires en insistant sur les savoirs fondamentaux, apprendre à lire, écrire, compter. Et ça fait sens avec la proposition d'avant maintenant. Si le gros des matières dites secondaires disparaît, ça ne pose plus de souci de perdre du temps disciplinaire pour les stages. La problématique de l'acquisition des bases est cruciale, parce que nos élèves de 6e nous arrivent avec de telles lacunes qu'on désespère de pouvoir les aider à progresser. Alors concentrer les efforts sur la base, ça serait un peu une priorité. Mais la mesure reste vague. Les bases, ok, sur quel cycle? Surtout le primaire ou jusqu'au collège, au lycée? Quant à l'allègement en lui-même, est-ce que le candidat entend par là dégrossir le nombre de matières pour se focaliser sur le français, les mathématiques et l'histoire-géographie? Ou est-ce qu'il entend plutôt dégrossir le programme scolaire de chaque matière? Moins de chapitres de cours, moins de documents, moins de thèmes. Parce que si les bases sont essentielles, la longueur du programme de chaque discipline, c'est tout aussi important, parce que ça détermine l'une des pressions de l'année. Quatrième mesure. Limiter le nombre d'élèves par classe dans toutes les écoles primaires ainsi que dans les collèges et lycées des REP et REP+. Voici une proposition qu'on croise sur à peu près tous les programmes, et pour cause. Le plus de 30 élèves par classe, pas génial pour individualiser les parcours. Sauf que qui dit limiter le nombre d'élèves par classe, dit aussi pouvoir caser les dédoublements sur l'établissement, avec les ressources humaines, matérielles et financières qui vont avec. Il est précisé qu'encore une fois, seul le premier degré et l'éducation prioritaire auraient la chance de bénéficier de cette mesure. Mais voilà, c'est déjà le cas. Les effectifs sont moins importants en REP et en REP+. D'autant que, c'est un peu embêtant, hein, mais les lycées ne sont pas intégrés à l'éducation prioritaire, s'il fallait le rappeler. L'éducation prioritaire nécessite plus de moyens, on est d'accord. Mais est-ce qu'on pourrait aussi tenter de faciliter les conditions de travail et de vie des établissements hors éducation prioritaire, histoire de ne pas intensifier les disparités et la dégradation globale? Cinquième mesure, enseigner une seconde langue, étrangère ou régionale, dès le primaire.
Est-on en train de nous demander d'apprendre une deuxième langue vivante autre que le français et l'anglais aux élèves? Mais l'une des mesures précédentes veut mettre la priorité sur les bases du savoir lire, écrire et compter. L'enfance est le meilleur moyen pour apprendre une autre langue, par la facilité d'apprentissage à ce moment. Ceci dit, quand une autre mesure demande de se focaliser sur les bases, comment ne pas y voir la contradiction flagrante? Au nom de quoi une deuxième langue vivante vaudrait plus de temps et d'intérêt que les sciences de la vie et de la Terre, par exemple? Les deux langues obligatoires du collège ne montrent pas toujours des résultats folichons. Mais tout de même, pourrait-on plutôt envisager cette possibilité au cycle 3, c'est-à-dire CM1, CM2 et 6e? Septième mesure. Créer une nouvelle discipline pour maîtriser les outils numériques et non plus les subir, et forcément créer un CAPES spécifique. Et là, j'ai un gros scoop. Ça existe déjà. La discipline s'appelle numérique et sciences informatiques et c'est l'une des spécialités proposées dans plusieurs lycées. Le CAPES et l'agrégation NSI existent aussi. D'ailleurs, l'agrégation externe de NSI est ouverte depuis la session 2022. Je reviens sur le mot subir. C'est un fait. Le numérique fait partie de l'école, et le mot subir aurait tout son sens si des formations n'étaient pas proposées, si des personnes spécifiques n'étaient pas à disposition de chacun pour former et accompagner aux usages du numérique. Mais comme tout ceci existe déjà, le mot paraît un peu malvenu ici. Il est plutôt question de rendre accessibles les formations à tous les personnels et ne pas les réserver juste à quelques-uns, pour éviter d'avoir à subir un outil auquel on n'a pas été formé. Pour les élèves, les professeurs documentalistes sont habilités à dispenser des cours d'éducation aux médias et à l'information. Mais comme ces temps ne figurent ni à l'emploi du temps, ni dans une matière officielle, c'est forcément plus dur de sensibiliser et d'accompagner chacun. Huitième proposition. Revenir sur la réforme du bac en rétablissant le baccalauréat comme diplôme national. Autrement dit, la fameuse réforme qui a commencé en 2018 et qui vient de prendre totalement effet sur la rentrée 2021. Entre l'éclatement du groupe classe pour des spécialités à abandonner entre la première et la terminale, Parcoursup qui fait des siennes et les aberrations d'un bac qu'on ne devrait même plus appeler le bac, on peut se dire que revenir à l'ancien système est probablement ce qu'il y a de mieux à faire, en attendant de trouver une autre méthode qui fonctionne. Pour rappel, le baccalauréat se focalisait sur des examens finaux et garantissait l'anonymat des candidats, là où le bac par 40% de contrôle continu enferme élèves, enseignants et familles dans l'obsession de la note. Puisque le contrôle continu constitue une bonne partie de la note finale, l'année se finit presque quasiment en mars. Et si les élèves ne s'en sortent pas sur les 60% d'examens finaux restants, le contrôle continu leur sauvera la mise. Pas vraiment la meilleure façon de les amener sur les études supérieures ou sur la vie active. En ce sens, rétablir l'ancien bac fera déjà moins de mal qu'avec le nouveau bac. Mais gardons en tête que les réformes découlent de dysfonctionnements. Rétablir le bac anonyme n'est donc qu'une première étape. La deuxième consisterait alors à corriger le dysfonctionnement. Neuvième proposition. Nommer une majorité d'enseignants au sein du Conseil supérieur des programmes. Le programme de M. Jadot en parlait aussi en rappelant que les enseignants constituaient une part très faible des membres dans le Conseil supérieur des programmes, donnant ainsi lieu à des programmes parfaitement irréalisables car ne prenant pas en compte les réalités de terrain. C'est bien là que la mesure veut changer les choses, en remettant les personnels des établissements au centre de la réflexion. Car après tout, les programmes sont leur affaire. Ce sont eux qui doivent les intégrer pour préparer les cours de l'année. Eux qui doivent s'ajuster constamment quand le programme change tous les ans. Il est tout à fait normal, et même très faisable, d'écouter les enseignants et de leur redonner leur place légitime au sein de ce conseil, sans forcément n'en faire qu'une instance d'enseignants, juste en les valorisant véritablement dans cette partie de leur travail. Dixième mesure. Instaurer des voyages linguistiques à l'étranger et des séjours à la montagne ou à la campagne, au collège et au lycée. L'objectif est que chaque élève puisse y participer, et pour ça, 500 € sont versés chaque année pour chaque élève. Ma mémoire me rappelle que j'ai eu pas mal de propositions de voyage tout au long de ma scolarité. Certaines que l'ASE avait accepté de me payer, d'autres que je n'ai pu contempler qu'en rêve. Et je sais aussi que ces opportunités ne sont pas proposées partout, parce que pas possible partout. Il faut aussi garder en tête que derrière chaque voyage, il y a toute une organisation. Des personnes qui s'investissent à tout point de vue pour permettre à la classe ou à des élèves de quitter le quotidien de la classe. Alors rendre tout ça obligatoire, ce qui est peut-être le cas ici, ça a ses bons côtés, notamment sur les possibilités offertes à tous les élèves, mais aussi ses mauvais côtés. Y aura-t-il des aides pour les personnels, des décharges administratives pour leur laisser le temps de mûrir les projets et tout organiser sur un emploi du temps raisonnable?
Peut-on même présenter ces opportunités à tous nos élèves? Dernière proposition du programme. Créer des collectifs de suivi pédagogique. Et derrière ces mots un peu nébuleux, voilà ce qu'on trouve. Tout simplement la généralisation du repérage des troubles et une meilleure prise en charge du handicap. Ça passe aussi par une formation accessible à tous les enseignants qui accueillent des élèves à besoins particuliers. Dans le même temps, c'est renforcer les RASED et multiplier les ULIS. On sait déjà que les RASED manquent d'effectifs et de budget puisque la politique actuelle les dépouille depuis 2009. Par contre, les ULIS sont moins évoqués et le nombre de ces classes n'est pas suffisant du tout. C'est une évidence. Tout comme les SECPA et les EREA d'ailleurs. Renforcer la prise en charge de nos élèves en situation de handicap passe donc forcément par des personnels mieux formés et une scolarisation en milieu ordinaire plus adaptée. Ceci dit, une fois de plus, multiplier les effectifs implique d'y mettre le budget et les moyens humains et matériels. Pas une mince affaire. Les collectifs de suivi pédagogique, en fait, on ne sait pas trop ce que ça recouvre, mais on s'imagine que ça doit ressembler aux ESS et au suivi qu'on a déjà. Sauf que là, il n'y a aucune mention des AESH dont la présence est pourtant indispensable, y compris dans ces fameux collectifs de suivi. Voilà donc la conclusion d'un programme plutôt humble dans ses mesures, et aussi, quelque part, plus réaliste et applicable. C'est aussi un programme qui va partout, se mélange un peu, et surtout reste dans le vague. Toute la communauté éducative n'est pas concernée. L'aspect national reste présent, mais risque de chavirer facilement. On oublie les mêmes personnels, on valorise l'un au profit de l'autre, même si l'objectif de base devait améliorer les conditions de tous. Et encore l'incertitude de ce qu'on attend de l'école, de ce qu'on peut amener à l'école. Fabien Roussel, du Parti communiste français, avec 619 voix. Première mesure. Augmentation du temps scolaire à hauteur de 27 heures en primaire et 32 heures pour le collège et le lycée, voire 36 heures pour les lycéens qui culminent les options. Tout ceci sans augmenter le temps de travail des enseignants, puisqu'il y aurait plus de maîtres que de classes dans le primaire. Par contre, rien n'indique que le secondaire serait concerné. Réforme des rythmes scolaires. C'est une problématique qu'il faudra bien aborder sous peu. C'est une évidence. Cependant, 27 heures en primaire, ça veut dire que les familles devront revoir leur mode de garde et s'adapter avec leur travail pour gérer ce nouveau rythme. Le collège actuel avoisine les 30 heures, une histoire d'options facultatives au-delà des 26 heures disciplinaires. Le lycée est déjà sur du 35 heures, voire plus selon les spécialités et les options. Enfin, le temps de travail du salarié, c'est une majorité de 35 heures réglementaires. Alors comment un emploi du temps de lycéen peut-il seulement dépasser ses horaires? Puisqu'on observe une dégradation des acquisitions des bases pour les élèves, renforcer les heures disciplinaires avec ce nouveau rythme saurait-il seulement changer la donne? Pourquoi pas après tout? Deuxième mesure, en finir avec les devoirs ou les cours particuliers qui envahissent le temps libre et la vie familiale. Tout le travail scolaire doit se faire en classe. Si le rythme scolaire change, on peut s'attendre à ce que les élèves puissent acquérir sereinement les bases et approfondir les connaissances dans de bonnes conditions, à ce qu'il y ait même plus de temps d'autonomie pour faire le travail personnel. Sauf qu'avec des classes surchargées dans le premier degré, le second degré et même l'enseignement supérieur, il est parfaitement impossible de mobiliser son attention sur son travail, même avec le silence d'une classe qui travaille sérieusement, ce qui en soi serait plus un miracle qu'autre chose. Mais voilà, les devoirs font partie du travail personnel de l'élève, et les méthodes d'apprentissage sont multiples. Certains apprennent plus facilement par la récitation, d'autres par l'écrit, et encore d'autres méthodes. Alors on se doute que le calme ne serait pas présent. Or, c'est un élément essentiel pour apprendre efficacement, ou juste pour faire ses exercices. Ce n'est donc pas le devoir qu'on doit supprimer, celui-ci participant activement à la formation de l'élève, à sa responsabilisation, et même à son apprentissage de l'organisation. C'est la fréquence de devoirs qui doit s'adapter, pour que les élèves ne se retrouvent pas surchargés de devoirs de différentes disciplines pour le jour suivant, ce qui en soi ne devrait pas arriver si, justement, ils apprenaient à s'organiser avec leur agenda. Quant aux cours particuliers, ne s'agissant pas d'une demande de l'école, ce sont les familles qui en ont la charge, et c'est à elles que revient la décision. Aucune mesure n'y changera rien. C'est précisément parce que les conditions de classe ne sont pas réunies que les cours particuliers sont devenus monnaie courante dans le parcours de l'élève. Troisième mesure. Instauration dans les programmes scolaires de la logique des 3 tiers. Un tiers d'enseignement littéraire et sciences humaines et sociales, un tiers scientifique et technique, un tiers culturel, artistique et sportif. En soi, cette proposition n'est pas une aberration et permettrait réellement de développer et d'approfondir chaque discipline. Mais il y a l'emploi du temps, déjà.
Un emploi du temps qu'il faut réussir à créer pour caser toutes ces heures de façon à ne pas tout mettre en bloc, pour faciliter l'apprentissage. On a aussi des programmes concoctés par le ministère, des programmes assez longs et parfois infaisables sur toute l'année. Encore plus loin, on a des bases qui ne sont pas toutes acquises, des classes surchargées et des élèves qui ne sont pas tous destinés à aller sur la même filière, qui n'ont pas les mêmes aspirations. Donc faire un emploi du temps sur la logique des trois tiers, c'est prendre le risque de tout faire éclater. Parce que si toutes les disciplines ont le même nombre d'heures, l'approfondissement ne sera pas garanti. Surtout si l'on ne définit pas quelles matières sont évoquées, parce que chaque enseignement regroupe pas mal de matières. Quatrième mesure. Réduction des effectifs à hauteur de 15 élèves en petite section de maternelle, 20 en maternelle et en primaire, et pas plus de 25 dans l'enseignement secondaire. Réduire les effectifs, primordial, oui, et qui fait très sens avec les mesures précédentes. Si ce n'est que 20 ou 25 élèves dans une classe, c'est toujours trop pour individualiser le parcours. Et en même temps, vu tout le budget que ça nécessiterait au niveau humain, matériel et financier, on se dit que c'est peut-être ces chiffres qui sont les plus réalisables. Cinquième mesure, recrutement d'enseignants. 90 000 tout de suite. Un gros recrutement à prévoir alors que les concours n'attirent plus des masses et que le vivier de remplacement est au point mort, pour des situations qu'on connaît. Peut-être que ça changera en bien, puisqu'un rattrapage à 30% de plus est prévu sur le salaire, avec en prime le dégel du point d'indice et des dispositifs de pré-recrutement au niveau bac et bac plus 2. Et nada pour la revalorisation de tous les autres fonctionnaires de la maison. Encore. Mais enfin, les enseignants pourront au moins profiter de ces augmentations largement méritées et attendues. En revanche, un pré-recrutement à bac ou bac plus 2, c'est oublier qu'un enseignant titulaire, c'est concours après bac plus 5. C'est oublier aussi que la pré-professionnalisation existe déjà, notamment pour les AED qui souhaitent passer un concours. Une telle ambiguïté sur le statut doit absolument être clarifiée pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Sixième mesure. Gratuité de tout ce qui est nécessaire pour réussir à l'école, garantie par un fonds national pour la gratuité scolaire. Sur le papier, c'est à la fois vague et prometteur. J'imagine que M. Roussel part de la gratuité de la restauration et du matériel, des voyages scolaires ou des sorties pédagogiques. Quelque chose qui, en tout cas, saurait effacer les inégalités financières entre tous les élèves, y compris les plus défavorisés. De quoi leur donner la même opportunité qu'aux autres, et c'est vraiment appréciable, nécessaire même. Cependant, 12 millions d'élèves, c'est aussi un fonds national immense à prévoir, et le budget doit se partager entre toutes les mesures proposées. Bref, sur papier, la proposition est alléchante. Dans la réalité, c'est infaisable si le budget n'est pas suffisant. Et j'oserais même émettre l'idée que la gratuité, si elle pourrait donner accès aux mêmes outils pour chacun, a aussi le désavantage de laisser penser qu'il n'y a pas de valeur, que tout peut se casser et qu'il suffit alors de redemander le matériel qui sera à nouveau offert et peut-être encore cassé. Pas une généralité, mais un élément à prendre en compte. On se parle d'élèves, pas d'adultes. Septième mesure. Reconstruction de la médecine scolaire, des RAZ, recrutement d'AED et recréation du statut de MISE, recrutement d'ATSEM, d'AESH, d'assistants du service social et de CPE, de personnel administratif. 90 000 postes sont ainsi prévus, au minimum. Là encore, une proposition qui donne des espoirs. À ces 90 000 personnels indispensables se rajoutent alors les 90 000 enseignants promis. Soit une certitude pour chaque école et établissement, celle de pouvoir accueillir toutes les personnes nécessaires à la formation de l'élève. Si l'on omet le budget bien trop onéreux que ça demanderait et la place des contractuels dans une telle démarche, la mesure rappelle qu'on manque trop de ces personnels. Le statut de MISE, en revanche, je me demande ce qu'il fait là si le statut d'AED est encore présent, car pour rappel, l'AED remplace le MISE. Les deux ont le même cœur de métier, mais pas les mêmes conditions. Alors plutôt que de recréer un statut remplacé par l'actuel statut, pourquoi ne pas adapter les conditions du statut AED? Huitième mesure. Titularisation des accompagnants scolaires et création de statuts pour les nouveaux métiers de l'éducation. Accompagnants scolaires, je suppose qu'il est question des AESH qui accompagnent au quotidien les élèves à besoins particuliers. En effet, pour un statut aussi précaire malgré son importance, une revalorisation paraît juste et nécessaire. Ceci dit, la titularisation implique le passage sur un statut de fonctionnaire avec formation, stage et inspection à la clé, et la définition de la catégorie A, B ou C. C'est donc toute une formation qu'il faut créer, avec le budget qui va avec.
On attend une explicitation de la mesure pour mieux saisir, mais déjà, la possibilité de sécuriser un emploi et d'améliorer les conditions de vie et de travail des AESH est une perspective qui soulage. Création de statuts pour les nouveaux métiers, là aussi c'est intéressant, mais vague. Neuvième mesure. Revalorisation de la formation des enseignants par la reconstruction de la formation initiale et continue. Tant qu'on y est, on peut aussi revaloriser la formation des autres fonctionnaires, mais déjà celle des enseignants. Très éloigné des pratiques professionnelles et de l'élève, des réalités de terrain, ça on le sait déjà et on le déplore toujours. Ici, ce n'est pas forcément l'école de formation qui doit être recréée, plutôt les contenus. Et c'est un dur chantier que l'on aimerait voir assez rapidement, car actuellement, la nouvelle réforme des concours et des INSPE rend la tâche éreintante à nos fonctionnaires stagiaires. Impossible d'analyser plus finement sans plus d'informations sur cette reconstruction. Dixième mesure. Élaboration démocratique des programmes scolaires, en incluant tous les acteurs de l'éducation et pas seulement les services du ministère. L'élaboration des programmes oublie toujours la présence des enseignants et leurs compétences dans le domaine, puisque la majorité des membres du Conseil supérieur des programmes n'est pas enseignant. L'idée ici ne serait pas de n'impliquer que les enseignants, mais aussi de redonner leur place aux autres acteurs de l'éducation. En gros, s'assurer que les programmes scolaires soient agencés et dirigés par des acteurs de terrain qui savent mieux que le service du ministère ce qui est faisable ou non sur l'année. Pas mauvais, pas aberrant, mais à mettre en place sur des termes précis pour éviter que cette instance se referme sur ses seuls membres, comme c'est actuellement le cas avec le ministère. Onzième mesure. Retour à la possibilité de passer le bac pro en 4 ans au lieu de 3 par la création de CAP pour toutes les filières. Effectivement, la voie professionnelle a complètement changé depuis que le CAP de 3 ans est passé à 2 ans et le bac pro de 4 ans à 3 ans, forcément. Un tel retour en arrière est demandé par de nombreux personnels de terrain qui constatent la dégradation alarmante du niveau des élèves de voie pro et surtout la dégradation de la voie en elle-même, puisque les heures disciplinaires sont diminuées tous les ans. Certes, revenir au bac pro en 4 ans coûte encore plus cher et risque de ne pas être faisable avec le budget à consacrer au reste. Certes toujours, ce retour ne plaira pas à tous les élèves que l'on a orientés de force sur une filière qui ne leur plaît pas, mais qui est aussi la seule à pouvoir les accepter. Cette proposition devra donc s'accompagner d'une revalorisation de la voie professionnelle auprès des collégiens et des lycéens, pour briser le préjugé selon lequel tout élève de bac pro est un déchet qui n'arrivera à rien avec un diplôme en carton. Deuxième élément, la création d'un CAP dans toutes les filières. Bien que tous ne s'accordent pas entre le lycée professionnel, le CAP et l'apprentissage, donner l'opportunité aux élèves de choisir ce qui leur convient le mieux reste une priorité et une façon de leur ouvrir des portes plus accessibles selon leurs capacités, aspirations et résultats. En sachant que tous les CAP ne seront pas remplis, c'est à garder en tête. Douzième proposition. Droit au loisir pour tous à des tarifs accessibles pour toutes les familles. La même chose que dans la sixième mesure en fait. Focaliser cette fois sur les loisirs hors école et le périscolaire. Et si tout est déjà gratuit à l'école grâce à la sixième mesure, le reste devrait aussi être pris en charge gratuitement ou à un prix plus bas. Actuellement, il existe des aides qui ne sont pas accessibles à toutes les familles. Des élèves qui doivent se priver d'opportunités et de loisirs parce que le budget manque, des familles même, et l'école n'est pas en capacité de les aider sur toutes ces inégalités. Elle peut les guider sur les autorités compétentes, mais là encore, les fonds ne sont pas disponibles pour tous. Et c'est exactement ce qu'on risque de retrouver si la mesure est mise en œuvre. Y aura-t-il suffisamment de budget global pour toutes les familles? Qu'est-ce qu'on entend par tarif accessible? Qu'est-ce qui sera pris en charge? Quels loisirs? Quelles dépenses? Sur des partenariats avec les centres de loisirs et autres, ou sans? Là encore, analyser plus profondément reste difficile tant qu'il n'y a pas plus de précision. En tout cas, on sait que ça réduirait une partie des inégalités financières, mais que l'inégalité se retrouvera ailleurs. Au moins, chaque élève et chaque famille pourra tout de même accéder à plus d'opportunités. Treizième mesure. Grand plan national de construction, de rénovation ou d'équipement des locaux scolaires. Eh bien oui, si l'on veut diminuer l'effectif des classes, embaucher 180 000 personnels et créer des formations, il faut bien y rajouter les infrastructures et leur budget. Cependant, quand on a déjà des infrastructures existantes délabrées comme jamais et en grand besoin de rénovation, la priorité se situe plus sur ce point avant la création de nouveaux établissements. On se parle de faire tenir les murs ou de mise aux normes sur l'environnement et l'inclusion de tous.
Bref, de gros chantiers à prévoir pour améliorer les conditions de vie d'abord, puis pour accueillir les nouveaux fonctionnements ensuite. Et lorsqu'on entend équipement des locaux, est-ce que ça compte l'équipement en sport ou en informatique, par exemple? Enfin, construire, c'est peut-être aussi à joindre avec une restructuration des transports scolaires pour faciliter l'accès à tous. Dernière mesure de ce programme. Baccalauréat reconnu comme diplôme national, garantissant l'accès à une formation choisie dans le supérieur. Donc dit tout simplement, abroger la réforme du lycée et de Parcoursup. Entre le bac actuel qui a perdu tout son sens et fait pression sur élèves et personnel, Parcoursup qui laisse 4% des néo-bacheliers sur le carreau par sélection opaque et manque de place dans les formations, et le marché du travail qui refuse de plus en plus d'étudiants à cause des lacunes observées, on peut comprendre pourquoi les dernières réformes sont vues comme des furoncles à faire disparaître au plus vite. Le souci, c'est que la réforme répondait à des dysfonctionnements, certes d'une manière désastreuse, mais la base restait la même, s'adapter pour ajuster. Si l'on réinstaure le bac sur le format d'avant 2018, ça inclut d'arrêter de diplômer tous les élèves pour avoir un 100% de réussite au bac. Donc forcément, ne plus surnoter parce que la hiérarchie exige de le faire. Ça implique de confronter les élèves à leur niveau réel et de redonner sens au travail personnel, à l'exigence attendue de chacun. Parcoursup et les études supérieures, c'est augmenter le nombre de formations et de places, donc créer de nouveaux établissements avec les recrutements nécessaires pour avoir le nombre de personnel suffisant. Vaste programme qui doit sûrement s'accompagner d'autres mesures. L'idée n'est pas de revenir à l'ancien système et de s'en contenter. On veut former nos élèves, les amener à leur vie citoyenne, aux portes de la vie active. Pour ça, il faut les moyens et une prise en compte attentive des réalités de terrain. Nous y sommes, fin d'un programme qui a à cœur de remettre l'école à sa place dans la société, de réformer et de s'attaquer aux sujets qu'on n'aime pas beaucoup toucher, parce que réformer implique des changements et des désaccords sur la façon de faire. Pourtant, un problème majeur s'y pose, celui de la répartition d'un budget déjà mal en point aujourd'hui. Avec des mesures qui s'étalent sur la structure de l'éducation nationale autant qu'à son fonctionnement, c'est un budget colossal qui est attendu. Et malheureusement, ce programme qui va droit au but et ne s'embarrasse pas du reste paraît irréalisable dans la moitié des mesures proposées. Une deuxième partie plus longue que la première, avec des programmes plus élaborés ou plus modestes, variés dans les propositions, malgré des similarités retrouvées ici et là. Demain, dernière partie où l'on accueillera les mesures des candidats restants, à savoir Marine Le Pen, Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan et Nathalie Arthaud. D'ici là, repose-toi et ne baisse pas les bras.